Bonjour, nous allons donc commencer cette session concernant la consultation préconceptionnelle. Nous allons avoir trois orateurs venant de différents horizons, de Lille, de Paris et de Bordeaux, concernant le risque infectieux, les risques thromboemboliques et les risques, disons, psychologiques ou psychiatriques. Alors, la consultation préconceptionnelle est un moment très important, parce qu'avant de concevoir, justement, on va essayer de dépister tous les risques, toutes les pathologies auxquelles qu'on va essayer d'éviter chez les patients qui vont essayer de concevoir, faire un enfant. Ce bilan concerne bien entendu la femme, mais aussi l'homme. Alors, on va écouter notre premier intervenant, qui est Fanny Vuotto, qui est président hospitalier au CHU de Lille et qui est infectiologue. Fanny, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Alors... On pourra faire les questions après chaque intervenant plutôt qu'à la fin, comme les sujets sont assez différents. Je vous propose d'écouter vos questions après chaque intervenant. Alors, merci aux organisateurs d'avoir invité un infectiologue dans ce monde gynécologique. Je me sens un peu perdue, mais on va essayer quand même de vous parler de choses qui vous intéressent. Donc, bien évidemment, moi, je vais parler du risque infectieux et de la préconception du point de vue de l'infectiologue. Alors, c'est quoi le risque infectieux? En fait, toutes les femmes enceintes, elles sont à risque infectieux. On va le voir, elles vont devoir modifier leur système immunitaire pour tolérer la grossesse, par définition. Et puis, deuxième risque, ça va être le risque de transmission avec le risque de fétopathie. Et puis, on va voir les risques obstétriques et les risques néonataux qu'il va falloir prévenir sur cette consultation de préconception. Alors, pourquoi risque infectieux? Eh bien, une grossesse, c'est un équivalent de greffe semi-allogénique. En fait, il y a la moitié des antigènes du fœtus qui sont différents de ceux de la maman, par définition. Et donc, pour que la greffe prenne, eh bien, la maman, elle doit modifier son système immunitaire. Donc, on ne dit pas qu'elle est immunodéprimée, on dit qu'elle est immunotolérante. On adapte l'immunité maternelle. Ça va concerner toutes les populations de globules blancs qui sont impliquées dans les interfaces avec l'embryon puis le fœtus. Donc, vous voyez, c'est les cellules NK, les macrophages, les cellules T, les cellules B. Il y a une modification du système immunitaire, ce qui va lui conférer une susceptibilité accrue à certaines infections et un surrisque de formes graves. Et puis, vous le savez, il y a les modifications hémodynamiques et respiratoires, notamment sur le 3e trimestre, qui vont faire que cette période-là, c'est la plus à risque d'infection grave pour la maman. C'est le plus de décès maternels qu'on a par complications infectieuses, parce qu'elle cumule les défenses ABC et les modifications hémodynamiques qui en font des personnes susceptibles aux infections. Quand on parle du risque fœtal, on va parler de fétopathie infectieuse. Les complications obstétricales, ça je pense que vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Et puis les infections du nouveau-né, bien sûr, qu'il va falloir prévenir. Alors, j'ai essayé de les diviser en deux. En fait, dans la préconception, il va falloir regarder les maladies à prévention vaccinale, grossièrement, et puis de l'autre côté, tout ce qui va concerner les infections sexuellement transmissibles. Et puis on va parler un petit peu des risques particuliers, une femme qui est exposée pour un risque particulier parce qu'elle fait des infections urinaires récidivantes, parce qu'elle fait des poussées d'herpès, etc. Donc ça va être des risques infectieux qu'il va falloir prévenir pour la grossesse. Alors, pour les maladies à prévention vaccinale, la première maladie évitable facilement, c'est la varicelle. Alors, la varicelle, on a l'impression que ce n'est pas trop un problème parce que la séroprévalence en France, elle est 95-96% des cas. Donc, c'est rare d'avoir une femme enceinte qui n'est pas immunisée pour la varicelle. Mais ça peut arriver. Et c'est variable en fonction des zones géographiques. Le virus de la varicelle, c'est un virus du froid, des pays froids. Donc les séroprévalences, elles sont complètement différentes, notamment en Afrique, en Asie.
Donc si vous avez une patiente qui est née en Afrique, la séroprévalence, elle tombe à 60%. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout sur le même risque. Donc il faut bien y penser. En fait, la séroprévalence et votre chance d'immunisation, elle est complètement différente en fonction de votre pays d'origine. La varicelle au cours de la grossesse, c'est rare, c'est 0,5 à 1,2 cas pour 1000 grossesses. Le plus souvent, le comptage, c'est l'entourage, parce que c'est les enfants, le conjoint. Et donc, normalement, et ça c'est les recommandations pour la population générale, un adulte, que ce soit un plus de 12 ans, que ce soit un homme ou une femme, ça c'est les recommandations pour la population générale, on doit vérifier son statut varicelle, et s'il n'a pas fait la varicelle, on doit le vacciner. D'accord? Donc, la femme, oui, bien sûr, parce qu'elle va être enceinte, mais ça concerne normalement tout le monde. C'est quoi le risque? Eh bien, l'adulte, déjà, il a un risque de forme grave. C'est-à-dire qu'une varicelle chez l'adulte, c'est jamais une bonne nouvelle. Ça donne des pneumonies, des atteintes du système nerveux qui peuvent avoir des séquelles très importantes et des formes cutanées diffuses. Alors nous, on hospitalise régulièrement des patients avec 150, 200 lésions cutanées, une atteinte virale, une pneumonie interstitielle qui sont sous oxygène. On n'aime pas très bien la pneumonie chez l'adulte. Ça, c'est la base chez l'adulte. Et en plus, quand vous êtes une femme adulte enceinte, il y a un risque accru de pneumonie. Donc, pneumonie grave, hospitalisation, réanimation. Donc, c'est des patientes qui sont intubées, éventuellement avec des défaillances, une ECMO, etc. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est globalement le risque, il y a un surrisque au 3e trimestre. Pour le bébé, ça va dépendre du terme. Vous avez le catastrophique syndrome varicelleux congénital quand la varicelle survient avant 20 semaines, le plus souvent, où là, on a vraiment le même type d'atteinte, des malformations, des atteintes du système nerveux, des éruptions cutanées diffuses. La varicelle néonatale, tous les facteurs de risque pour les fausses couches, la mort fœtale in utero, la prématurité, et le zona chez l'enfant. Ils peuvent refaire des zonas avant l'âge de 2 ans. Je vous ai mis un petit mot bientôt, puisque le SENGOF et la SPILF sont en train d'actualiser les recommandations pour la prise en charge de la varicelle, du comptage, la varicelle maternelle et pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au cours de cette consultation, on vérifie l'immunisation maternelle. Donc, on demande, est-ce que vous avez fait la varicelle? Et dans un monde idéal, est-ce que c'est noté sur votre carnet de santé? Globalement, on a fait des études. La femme qui dit qu'elle a fait la varicelle, on peut la croire. D'accord? En général, elle s'en souvient. La femme qui dit « je ne sais pas », là, il faut vérifier. Et la femme qui dit « je ne sais pas » et en plus qui n'est pas née en France, là, il faut sûrement vraiment vérifier. Donc la fiabilité de l'interrogatoire n'est valable que pour une femme née en France. D'accord? Donc une femme née en Asie qui vous dit oui, oui, il faut vérifier. Et donc comment on vérifie? Eh bien, on prescrit la sérologie, on prescrit uniquement les IgG, les IgM ne servent à rien, pour vérifier qu'il y a bien des IgG positifs. Si on doit vacciner, ce sont des vaccins vivants. Donc bien évidemment, c'est contre-indiqué pendant la grossesse, donc il faut vacciner avant. Donc il faut se donner un petit peu de temps. Il y a 2 vaccins vivants en France qui ont l'AMM, et c'est 2 doses séparées de 6 semaines. Donc ça veut dire que quand même, dans un monde idéal, il va falloir différer le projet de grossesse jusqu'à l'immunisation, donc 1 mois après la 2e dose. Il n'y a pas de contraception, c'est-à-dire que si la dame elle est séronégative et que vous prescrivez le vaccin, il n'y a pas de contraception obligatoire à prescrire, mais il faut bien l'informer. Si jamais il y a une grossesse qui survient, il n'y a aucune fétopathie qui a été décrite avec le vaccin. Donc on peut être rassurant pour les patientes. Donc il faut vraiment s'acharner à vérifier l'immunisation de ces patientes. Deuxième maladie à prévention vaccinale de prévention facile, c'est la rougeole. Alors la rougeole, on a l'impression que c'est un vieux problème, que c'est un problème des pays en voie de développement. Pas du tout. La rougeole, c'est un problème européen. Et la France, on est à un taux de rougeole, on est les 2e en Europe. On est les 2e en Europe après la Roumanie.
D'accord? Donc on n'est pas au top quand même. Et on a des épidémies depuis le début des années 2000, on a des épidémies régulières de rougeole. Pourquoi? C'est la politique vaccinale. En fait, c'était pas obligatoire jusqu'à récemment, c'était recommandé. Et puis, on a, pour les personnes qui sont nées avant 1980, par exemple moi, de pas loin, mais quand même, eh ben, le schéma vaccinal, c'était une injection. À l'époque, il n'y avait pas de ROR, c'était juste rougeole et on faisait une injection. Et quand on fait une injection, il y a 20% des gens qui ne répondent pas. Il faut une deuxième injection. C'est pour ça que le schéma obligatoire maintenant, c'est 2 ROR, parce que sinon, on perd 1/5 de la couverture vaccinale. Et donc, les conseils déjà chez l'adulte de base, c'est si vous êtes né avant 1980, il faut vérifier votre immunisation rougeole. Donc il faut qu'il y ait une sérologie. Donc moi, par exemple, en tant que professionnel de santé, à la médecine du travail, quand j'avais une vaccination, on a vérifié que j'avais bien des anticorps. Donc c'est pour ça, et la problématique de la rougeole, c'est que c'est l'agent infectieux qui est le plus transmissible. C'est plus transmissible que le Covid, la grippe, l'Ebola, tout ce que vous voulez. Et il faut une couverture vaccinale proche de 100% pour avoir l'effet de la vaccination notamment sur les bébés qui ne sont pas vaccinés tout de suite. Et donc les personnes qui meurent de la varicelle, c'est soit des adultes jamais vaccinés, soit c'est des bébés. Donc c'est un peu le drame de la population adulte. Chez la femme enceinte, elle cumule, c'est comme la varicelle, les facteurs de risque de la rougeole grave de l'adulte, pneumonie, mais surtout des encéphalites. Une rougeole chez l'adulte, et c'est pour ça que le ROR a été rendu recommandé puis obligatoire, ça donne des encéphalites avec 30% de décès, 30% de séquelles chez l'adulte. Des hépatites, des thrombopénies, enfin des choses joyeuses et sympathiques. Et à nouveau, la femme enceinte, elle cumule « je suis un adulte » et j'ai en plus un facteur x3 de faire une pneumonie grave, x6 de mourir d'une rougeole pendant la grossesse. Tranquille. Bon, donc on vérifie l'immunisation des patientes pour la rougeole. Alors, des patientes nées avant 1980, vous en avez peut-être plus beaucoup, parce qu'on commence à être un peu vieille. Mais il faut vérifier, c'est pareil, ça c'est le schéma vaccinal en France. On va arriver, j'espère, vers un schéma vaccinal, vers une couverture avec la recommandation obligatoire, mais pour l'instant c'est un peu tôt là. Et puis pour le bébé, globalement, mort fœtale in utero, prématurité, et surtout la catastrophe, c'est la rougeole autour du terme. Et là, c'est l'encéphalite pour le bébé, 50% de décès. Voilà. Donc si la mère, elle a échappé au décès, voilà, le bébé, peut-être pas. Donc on vérifie l'immunisation maternelle, c'est 2 ROR, et en cas de doute, on prescrit soit la sérologie, soit on vaccine d'emblée. Le vaccin ROR, c'est un vaccin, on n'a pas de vaccin rougeole tout seul, donc on prescrit forcément un Priorix, et c'est à nouveau un vaccin vivant, 2 doses séparées de 4 semaines, et à nouveau, on essaie de différer le projet de grossesse. Si elle y a eu bien sûr une dose, on rattrape, on ne fait qu'une seule dose pour rattraper. Tout le monde s'est reconverti après 2 doses. Il n'y a personne qui reste négatif après 2 doses. Et à nouveau, pas de contraception nécessaire, pas de fétopathie décrite en cas d'injection accidentelle. Donc varicelle, rougeole. Troisième chose, c'est la rubéole. Alors ça, c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Et puis, c'est devenu exceptionnel parce qu'il y a une vraie politique de santé publique nationale et mondiale pour l'éradication de la rubéole. Donc il y a un plan national d'élimination des infections de la rubéole et on a très clairement, en fait, ça décroît en fonction des actions entreprises. Et vous voyez, c'est la déclaration obligatoire depuis 2018. Vous voyez que chez la femme enceinte, on a eu 6 cas en 2017, 10 cas en 2018. La majorité, ce sont des cas importés, avec des découvertes, des recours tardifs sur des découvertes de grossesse, etc. Bon, on vérifie. Chez la mère, faire une rubéole adulte, qu'elle soit enceinte ou pas, ça ne va pas être trop le problème. Par contre, chez l'enfant, vous allez avoir la cohorte avant 18 semaines, malformations, cataracte, microphthalmie, rétinopathie, les surdités, les malformations cardiaques et surtout les atteintes du développement de l'encéphale, microcéphalie, retard mental.
Et puis après 18 semaines, il y a la rubéole congénitale qui est beaucoup moins grave dans cette présentation. Donc on vérifie 2 ROR ou une sérologie avec des IgG+, et ça arrive assez fréquemment d'avoir une sérologie qui a été faite pour une raison ou pour une autre qui est négative, et il y a bien une trace de 2 ROR. Ça, c'est pas grave. Ça veut dire juste que la technique, elle n'est pas suffisante pour détecter les anticorps. Mais si la femme, elle est exposée sur le virus, elle va remonter ses anticorps. Donc, il n'y a pas d'indication à réinjecter ou contrôler cette sérologie rubéole si vous avez la preuve qu'elle a été bien vaccinée. Donc, à nouveau, on est obligé de faire le ROR. On essaie de différer. Ça arrive quasiment jamais que les patients ne soient pas immunisés pour la rubéole, mais il faut le vérifier dans la consultation de préconception. Donc on a vraiment varicelle, rougeole, rubéole. 2 petits mots pour dire que je ne me suis pas du tout intéressée sur les vaccinations à faire au cours de la grossesse, Covid, grippe, maintenant la coqueluche, à chaque grossesse, pendant la grossesse, on réimmunise pour remonter les anticorps pour le transfert, l'immunisation passive pour vraiment les protéger contre la coqueluche, qui est une stratégie avec l'échec de la stratégie cocooning qui ne marche pas, il faut quand même être clair, qui ne marche pas. Et on est actuellement en situation de dette immunitaire, je pense que vous le savez, et on a une montée en flèche des coqueluches, des infections à streptoa, des VRS, etc., qui va perdurer pour quelques années. Donc c'est très important pour la protection de ces enfants. 2 petits mots pour dire que la consultation préconception, c'est une consultation où il va falloir parler de toutes ces vaccinations, de leur intérêt. Et le consultant, c'est la meilleure source d'information, de conseils et d'adhésion. C'est sûr que si vous lui dites du bout des lèvres, bah oui, il va falloir vous vacciner contre la coqueluche, il va falloir être convaincu de ce que vous dites et du bien pour le bébé. Vous savez qu'il y a eu l'élargissement des compétences vaccinales pour les sages-femmes qui peuvent prescrire les vaccins. On a également, pour cette année, un élargissement qui est attendu par les pharmaciens. Donc les pharmaciens vont pouvoir prescrire. Actuellement, ils peuvent vacciner avec une ordonnance, et là, ils vont pouvoir prescrire, comme une sage-femme, comme un médecin, les vaccinations qui vont pouvoir être réalisées en pharmacie. L'objectif, c'est de mettre à disposition par tous les circuits qu'on peut la vaccination, que ce soit en officine, dans les maternités, parce que c'est pour vraiment essayer d'optimiser ces couvertures vaccinales. Alors, si on passe sur les infections sexuellement transmissibles, l'idée, c'est, oui, la prévention à la transmission verticale, ça, on va en parler. Oui, c'est du dépistage, c'est-à-dire que vous avez des recommandations de base de dépistage chez l'adulte, en particulier chez la femme jeune. Donc, il va falloir de toute façon intégrer à cette consultation ces objectifs de dépistage. Et puis, ce qui est souvent plus oublié, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être faites pendant la grossesse chez une femme pour lesquelles on continue à avoir des facteurs de risque d'infection. C'est-à-dire, c'est une femme exposée. Alors, la femme exposée, ça peut être une personne prostituée, ça peut être une personne dont vous savez qu'elle continue à avoir des rapports sexuels à risque, ou que le conjoint a des rapports sexuels à risque. Une patiente qui a des antécédents d'IST, qui a déjà fait des IST sur ses autres grossesses, on va pouvoir faire des choses pendant la grossesse, que ce soit pour la syphilis ou le VIH par exemple. Et donc ça, il va falloir identifier ces patientes à la préconception pour leur dire, voilà, quand vous êtes enceinte, il faut revenir me voir pour ce risque spécifique. Donc le VIH, le taux de diagnostic en France, il est stable, le nombre d'infections est stable, ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à diminuer le nombre d'infections et que ce sont toujours des découvertes tardives. Je vous ai remis les chiffres de l'année dernière. Vous voyez qu'il y a 18% des découvertes qui sont faites sur un bilan systématique, donc 7% à l'occasion d'une grossesse. Donc il y a 7% des nouveaux diagnostics d'infection par le VIH qui sont faits à l'occasion d'un bilan pour grossesse. Donc c'est une circonstance de découverte qui est importante. Dans l'épidémiologie, vous voyez que on a les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger qui sont au 2e rang pour le nombre de personnes infectées par le VIH, pour les nouvelles découvertes, après les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes.
Alors, la prévention de la transmission verticale. On a environ 1500 naissances d'enfants infectés par le VIH par an en France. C'est stable depuis 2015. C'est-à-dire que globalement, on n'arrive pas à baisser ce taux-là. C'est essentiellement des primo-infections en cours de grossesse, d'où l'importance d'identifier les patientes qui vont être à risque pendant leur grossesse. C'est des découvertes tardives ou c'est plus rarement des refus de traitement ou des inobservances des traitements antirétroviraux pendant la grossesse. Le risque avec la prévention, il est bas, il est autour de 0,3%. Et donc, bien évidemment, il faut faire une sérologie VIH sur votre prévention, sur votre consultation de préconception. Et puis, pour les patientes, les femmes exposées pendant la grossesse, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, est possible pendant la grossesse. Donc, une femme exposée au cours de sa grossesse, on peut, pendant la durée de grossesse, pour éviter, si vous savez qu'elle est exposée, et pour éviter la transmission, on peut lui prescrire du Truvada. Donc ça va pendant toute la période de grossesse, ça permet d'éviter la primo-infection au cours de grossesse, et c'est quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que la grossesse est terminée, soit elle veut continuer la PrEP, etc. La PrEP, c'est pas réservé pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. C'est pour les deux sexes et tout médecin peut prescrire la PrEP. Donc un gynéco peut prescrire la PrEP. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse, aucune contre-indication pendant la grossesse. Donc c'est important d'identifier ces patientes. Pour la syphilis, quand on regarde les chiffres, en France, il y a un sous-diagnostic chez la femme. Alors c'est hyper bien diagnostiqué chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes à risque, parce que ça, ils ont des sérologies syphilis tout le temps. Mais alors pour la femme, c'est pas le problème. Et donc vous voyez quand même que ça reste fréquent chez la femme. Le diagnostic, il est plus difficile parce que, je vous ai mis en bas, elles ont très souvent des localisations bucco-pharyngées. Donc autant un chancre au niveau génital, encore faut-il le voir chez une femme quand c'est au niveau éventuellement anal, sur les lèvres, etc. Autant il faut qu'elle regarde. Autant dans la bouche, quand on a un chancre, on peut vite dire j'ai un petit aft. Donc ça passe souvent inaperçu. Et donc très souvent, on diagnostique les femmes au stade de syphilis secondaire sur des éruptions. Quand ça se voit, là, elles sont un petit peu plus... Elles vont consulter et très souvent, on retrouve des contaminations par des rapports antérieurs. Alors, le risque, il est maximal quand il y a une syphilis primaire et secondaire pendant la grossesse, d'où l'importance d'identifier les patientes à risque, mais il est possible sur une syphilis latente. Donc une femme qui a une syphilis 6 mois avant sa grossesse et qui est complètement latente, qui est asymptomatique, il y a un risque de transmission et c'est essentiellement de la transmission in utero. Donc jusqu'à 40% de mort fœtale in utero, de mort périnatale, prématurité, faible poids de naissance, les syphilis fétales, anasarque, malformation osseuse, syphilis congénitale et puis signes cutanéo-muqueuses, hépatosplénomégalie, malformation osseuse. Bon. On a rarement en France maintenant des diagnostics de syphilis congénitale. Par contre, vous êtes souvent très embêtés sur l'interprétation des sérologies. Donc bien sûr, il faut faire une sérologie syphilis. Et je vous ai mis, vous avez un document qui est assez facile à lire, qui est disponible en ligne sur le CNR des infections syphilis, où vous avez quand est-ce qu'il faut recontrôler la sérologie, quand est-ce que c'est une fausse sérologie, etc. Donc vous avez un tableau qui est assez bien fait avec vos tests tréponémiques, non tréponémiques, parce que c'est des questions que vous avez souvent pendant la grossesse. Ma patiente, elle a un antécédent et elle garde une sérologie syphilis positive, comment je peux être sûre que c'est une cicatrice ? Ma patiente, elle a un des deux tests qui est positif, est-ce que c'est une syphilis ou est-ce que c'est autre chose, etc. En tout cas, voilà, il faut faire la sérologie syphilis. Et si vous avez une patiente qui est exposée, il faut refaire la sérologie à autour de 28 semaines d'aménorrhée, mais encore faut-il le savoir que vous avez une patiente exposée. Pour le reste des infections sexuellement transmissibles, chlamydia trachomatis, vous avez des recommandations de dépistage. C'est-à-dire que normalement, toutes les femmes avant l'âge de 30 ans, elles doivent avoir au cours de leur vie sexuelle un dépistage de chlamydia trachomatis. Donc on va cumuler sur cette préconception, il faut dépister chlamydia trachomatis. Gonocoque, c'est un peu le même problème, mais quand même les femmes sont beaucoup moins asymptomatiques. Et donc vous voyez que l'incidence
pour que ce soit gonocoque ou chlamydia trachomatis, c'est en augmentation. On est à plus 10% depuis 2019, avec à peu près autant d'hommes que de femmes. Les femmes qui sont vraiment exposées, le pic, c'est entre 20 et 24 ans. Infection asymptomatique. Risque, c'est essentiellement contamination au cours de l'accouchement avec les risques de kératoconjonctivite et de pneumonie interstitielle pour le bébé. Et donc, il faut proposer une PCR urine ou col à chlamydia trachomatis en préconception. Et bien sûr, traiter si c'est positif. Et voilà, après, on rentre dans le dépistage du partenaire, etc. Parce que si vous la traitez qu'elle se recontamine pendant la grossesse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le gonocoque, même principe, plus 8% depuis 2019. Ça concerne quand même beaucoup plus l'homme, surtout l'homme ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et la femme est moins fréquemment asymptomatique, mais ça peut arriver. À nouveau, risque prématurité pendant la grossesse, conjonctivite du nouveau-né, avec des cécités qui peuvent être irréversibles au moment de la contamination. Donc, on propose PCR urine ou col à gonocoque au moment de la préconception. Je ne vous ai pas parlé je ne parlerai pas de trichomonas. Globalement, il faut dépister une cervicite, quelle qu'elle soit, que ce soit gonocoque, chlamydia trachomatis ou trichomonas, etc. Alors, pour les autres, l'hépatite B, bon, bien évidemment, il faut faire un antigène HBS. La prévalence des hépatites chroniques en France, c'est 0,3%, avec un gros réservoir de personnes asymptomatiques. C'est plus souvent quand même des personnes après 50 ans, mais il faut absolument le dépister. Et à nouveau, ça, c'est des séroprévalences en France. Donc, dans le monde, on est autour de 3%. Donc, il faut adapter si vous avez une personne qui est née hors de France. La transmission, elle est essentiellement pendant l'accouchement. Et le risque, c'est surtout l'hépatite chronique qui peut évoluer vers cirrhose et cancer. Pour l'HPV, vous avez un risque de papillomatose laryngée de l'enfant et de transmission, surtout s'il y a une condylomatose profuse vulvo-vaginale. Donc, bien évidemment, il faut la dépister et la traiter, la prendre en charge avant la grossesse. Bon, la toxoplasmose, je ne vous en parle pas. En gros, il faut prévenir la dame que quand elle a un retard de règles, si vous avez une sérologie toxoplasme négatif, qu'elle commence les mesures hygiéno-diététiques. Pour finir, on identifie les situations qui vont nécessiter une prise en charge spécifique avant conception, une surveillance particulière pendant la grossesse, mais encore faut-il lui demander. Herpès génital récurrent, il va falloir l'éduquer, voir si vous mettez en route un traitement éventuellement, etc. Infection urinaire récidivante, qui peut éventuellement être gérée sur une consultation spécifique. L'allergie, je milite pour que quand même vous posiez la question, est-ce qu'il y a une allergie aux antibiotiques? Parce que c'est important après pour la grossesse. Ça va être une perte de chance si elle est allergique à la pénicilline, pas testée, etc. Le mode de vie, est-ce que l'entourage au domicile, la profession, les animaux, les voyages, les facteurs de risque d'IST. Et puis bien évidemment, il y a des femmes qui sont à risque infectieux particulier, la patiente transplantée, la patiente qui a une mucoviscidose, etc., la vessie neurologique, et cela, il faut qu'il y ait une concertation avec l'équipe spécialisée qui la suit pour pouvoir gérer tous ces risques infectieux. Donc si on fait un peu la checklist, immunisation VZV, attention pour les patientes qui sont nées hors de France. Immunisation rougeole, immunisation rubéole, sérologie VIH, sérologie syphilis, antigène HBS, est-ce qu'il y a des condylomes, la sérologie toxoplasmose, les risques particuliers, notamment pour les IST, PCR, gonocoque, PCR, chlamydia trachomatis, HPV, infection urinaire récidivante, herpès, exposition particulière. Je n'ai pas parlé de la sérologie CMV, c'est exprès, parce que bien évidemment pour l'instant ce n'est pas recommandé, mais vous savez qu'il y a une phase 3 pour un vaccin ARN messager, la par Moderna, en cours chez la femme enceinte, avec probablement ça va bouger dans les 2 ans à venir, avec d'une sérologie CMV, à mon avis, en préconception pour proposer la vaccination. Dans un monde de bisounours, il faudrait qu'il y ait une consultation préconception, même dans l'interconception. C'est-à-dire quel risque vous avez eu, quelle pathologie infectieuse vous avez eu la fois d'avant. Bon, ça c'est le monde des bisounours. Et puis vous avez plein d'infographies qui sont disponibles, téléchargeables gratuitement sur l'INPES notamment, pour toute
la prévention du risque infectieux sur la préconception. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une question à moi, est-ce que le professeur Marc Demergue est dans la salle? Il était censé être un orateur. Oui, parfait. Attendez une petite seconde, avant les questions, je voulais demander ces trucs. On a besoin de savoir si l'orateur suivant est là, donc dans la salle. Il n'est pas là. Le professeur Demergue n'est pas là. Ok. Je voudrais juste avant de... je vais vous poser une question, parce que deux questions, on n'est pas du tout parlé, mais parce que c'est pas de prévention, sur le CMV. Alors ma question, parce que quand on voit une patiente, en tant qu'accoucheur, quand on voit une patiente, bien sûr tout le bilan, rubéole, toxo, HIV, syphilis, sida, mais bon, le prélèvement vaginal, on le demande en fin de grossesse, surtout pour demander, regardez s'il y a un streptocoque, bêta-hémolite, etc. Ma question que je pose, parce que pour dépister chlamydia, gonocoque, etc., il faudra faire un prélèvement vaginal avant, parce qu'une sérologie n'a pas un grand intérêt. Ah non, mais vous faites une PCR urine, alors, col. Hein. Ma question, c'est est-ce que vous recommandez, avant de grossesse, comme on doit le faire, un frottis, toute la série, de rajouter un prélèvement vaginal systématique? Alors, prélèvement vaginal, non. Je pense que ça n'a pas d'intérêt en dehors des... On rentre dans facteurs de risque de prématurité, etc. Donc là, on est sur autre chose. Mais sur un plan infectieux, ça n'a pas d'intérêt de faire un PV systématique. Hein, le message pour chlamydia, trachomatis et gonocoque, c'est de faire une PCR urine ou une PCR de l'endocole. Et ça s'intègre dans des opérations de dépistage. Mais le PV, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt, puisque ce qui est intéressant, c'est le PV de fin de grossesse. Le PV en préconception, en fait, il a 12 fois le temps de changer. Hein, donc non, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Question. Il faut se rendre au micro. Il faut prendre l'habitude pour toutes les sessions de ce congrès. Quand vous voulez poser une question, il faut se rendre au micro qui est au milieu. C'est toujours comme ça dans les congrès de Paris Santé France. Bonjour. Je voulais juste savoir si entre le moment où la dame est venue à la consultation préconceptionnelle et le moment où elle est enceinte, il y a par exemple un délai d'1 année. Moi, je viens de la Suisse. À ce moment-là, quand vous faites les sérologies du premier trimestre, vous refaites les mêmes sérologies, vous sélectionnez, mais ou bien vous faites pas, bien sûr, si elle est immunisée pour la rougeole, rubéole, qu'elle a ses vaccins un jour, vous faites forcément les hépatites et le HIV, la syphilis, les clam gono. Alors, s'il y a 1 an qui s'est écoulé, oui. Je pense qu'il faut le refaire en début de grossesse. Hein. Alors, on pourrait moduler un petit peu en fonction des facteurs de risque d'exposition, mais c'est difficile de dissocier. Enfin, c'est compliqué de dissocier. Mais oui, s'il y a un an qui s'est écoulé, oui, je le referai. Après, si vous l'avez fait il y a 1 an, varicelle, elle est immunisée, c'est tout, on s'arrête là. Ouais. Mais je referai VIH, je referai. Ouais. Pour les IST, oui. Après, on pourrait dissocier en disant elle n'est pas exposée, etc. En fait, en pratique, c'est pas qu'il faut pas croire les gens. Hein. Je pense qu'il faut pas croire les gens. Enfin, voilà. On peut pas préjuger qu'il n'y a pas de facteur de risque d'IST. Ok, merci. Bonjour, j'aurais une question sur la vaccination. Si on fait une première dose de vaccin contre la rubéole et la rougeole et que la femme tombe enceinte entre la première et la deuxième dose, est-ce qu'on fait quand même la deuxième dose? Non, le vaccin vivant, hein, le ROR, il est contre-indiqué pendant la grossesse, hein, à cause de ce phénomène d'immunotolérance. On n'a pas de fétopathie qui a été décrite, par contre, on a des maladies vaccinales qui ont été décrites chez la maman. Si vous faites un vaccin vivant, elle a un petit risque de faire une petite rougeole, avec une expression très modérée, mais voilà, on ne prend pas de risque. Hein, donc non, si elle tombe enceinte, c'est tout, on arrête la vaccination et on complète en postpartum. Une question qui est une question de pratique libérale. Est-ce que vous connaissez quelle est la prise en charge de ces sérologies varicelles et du vaccin? Est-ce qu'il est remboursé? Oui, alors c'est remboursé. Pour les vaccins, il faut bien indiquer sur l'ordonnance, par exemple, si vous indiquez un ROR,
c'est remboursé, vous indiquez ROR, immunisation, grossesse, etc. C'est remboursé, c'est pris en charge. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du calendrier vaccinal recommandé classique. Les vaccins qui ne sont pas complètement pris en charge, par exemple, c'est par exemple le vaccin HPV. Si vous décidez en postpartum, par exemple, de vacciner, si c'est une femme très jeune, il y a une part qui est remboursée par la sécurité sociale et une part qui est prise en charge éventuellement. La varicelle, c'est remboursé? La varicelle, c'est remboursé. Toujours sur la varicelle, est-ce qu'on peut aussi avoir des sérologies négatives pour une dame qui est sûre d'avoir fait la varicelle? Et à ce moment-là, est-ce qu'on revaccine ou pas? Il faut revacciner. Alors, la varicelle, c'est un petit peu plus complexe que par exemple la rubéole ou voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs varicelles au cours de sa vie. Notamment quand on fait une varicelle très jeune, on peut faire une toute petite varicelle qui fait qu'on n'a pas d'immunité mémoire et qui fait qu'on va avoir une sérologie qui va être négative après. Donc il vaut mieux, si on a un doute et que la sérologie est négative, il vaut mieux faire une injection avant grossesse. Voilà, on est à peu près tranquille. Mais voilà, c'est des situations qu'on a de temps en temps. Si la sérologie est négative, on va revacciner. D'accord, merci. Et donc, pour le CMV, le message, quand même en préconceptionnel, c'est de donner les consignes oui, alors pour hygiéniques le CMV, surtout. C'est ça. Alors pour le CMV, c'est un peu compliqué de donner parce que le CMV, c'est transmission respiratoire, c'est essentiellement les enfants d'âge préscolaire. C'est un peu compliqué de dire à la maman qui a déjà éventuellement des enfants en bas âge, de dire vous faites plus de bisous, vous portez un masque s'il est enrhumé. En fait, en pratique, on peut donner les conseils, mais ça marche pas. C'est inapplicable comme type de conseil. C'est complètement inapplicable en fait. Donc le cytomégalovirus, c'est on peut donner les conseils hygiéno-diététiques, mais c'est inapplicable en pratique, dans la vraie vie. Donc, excusez-moi, pour la rubéole, on est d'accord que si on a vraiment la preuve dans le carnet de santé des 2 vaccinations, on pourrait ne pas faire de sérologie? Oui. Ah oui, on ne fait pas, si vous avez la preuve dans le carnet de santé, on ne fait pas de sérologie. Et en pratique, elles n'ont quand même pas souvent leur carnet de santé. Vous considérez que, né après 80, le taux de personnes qui ont eu les 2 doses, il est vraiment très élevé? Il est vraiment très élevé. Oui, si elles sont nées en France. Oui, en France, il est vraiment très élevé. Alors, il est très élevé, mais ça restait une vaccination recommandée. Donc, vous avez aussi une tranche de la population qui n'a pas été vaccinée du tout. Ça, c'est aussi possible. Mais on est sur des séroprévalences qui sont importantes. D'accord. Et pour la rougeole, vous conseillez de faire une sérologie parce qu'on fait vraiment... C'est pareil, 2 ROR, il n'y a pas de souci. Sans preuve de la vaccination? Je pense qu'il faut faire une sérologie. Et c'est les recommandations en plus en population générale. Alors pour le né avant 80, c'est les recommandations en population générale, vérifier l'immunisation, etc. Donc si vous avez né en France après 1980 sans preuve de ROR, de 2 ROR, il faut faire une sérologie. Au même titre que la rubéole, quoi. Au même titre que la rubéole. Super, merci. Bonjour, par rapport au CMV, vous recommandez quoi du coup Je recommande de ne pas faire la sérologie, parce qu'actuellement, on n'a pas de traitement, on n'a pas de prise en charge spécifique, etc. Donc ça va stresser les mamans. C'est des choses qui vont bouger. Les recommandations sur le CMV datent d'il y a 1 an et demi maintenant. Mais c'est des choses qui sont évolutives et c'est des choses pour lesquelles les sociétés ne sont pas forcément d'accord. Voilà. Je pense que la vaccination va régler j'espère que la vaccination va régler le problème. Qu'on va faire la sérologie en préconception et vacciner les mamans, en fait. Et quand elles réclament la sérologie? Et quand elles réclament la sérologie, qu'est-ce que vous leur conseillez de dire? Moi, j'essaie de résister. J'essaie de résister en leur expliquant que ça ne changera rien. Surtout les mamans qui sont exposées à la maison. En fait, ça c'est le problème rien. des réinfestations, en fait, qui sont aussi... Oui, la maman... Alors, éventuellement, la maman... où je trouve que ça a éventuellement un intérêt, c'est la maman qui a aucune exposition au domicile, c'est son premier par exemple, et qui est personnel soignant. Voilà, qui travaille dans Moi, on a du CMV, un tiers de nos malades là, hospitalisés, ils ont du CMV.
que l'infirmière qui soit enceinte, elle sache qu'elle est CMV+, ça va la détendre quand même. Qu'elle sache si elle est CMV-, en fait, en vrai, ça va, normalement, elle est censée mettre un masque. C'est pas pour ça qu'elle va pas s'occuper de ces patients-là. Donc, voilà, donc moi je m'adapte à chaque situation, mais j'essaie de plutôt dire non, que ça ne changera rien, et que l'exposition, prévenir une exposition de CMV, en vrai, c'est pas possible. Ou alors vous arrêtez d'embrasser, de toucher, c'est transmissible partout, hein, les larmes, la salive, les urines, le sperme. Donc on dépiste que s'il y a des signes cliniques, c'est tout. Oui. On va vous remercier. Oui. En espérant que la majorité de vos questions ont trouvé leur réponse. Merci beaucoup. Si le professeur Marc Domergue n'est toujours pas là, on va demander au professeur Anne-Laure Sutter, alors au docteur Anne-Laure Sutter, qui est chef de service de psychiatrie néonatale au CHU de Bordeaux, d'enchaîner avec son exposé. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'abord à vous de cette invitation. Inviter un psychiatre dans le monde des gynécologues, c'est toujours un peu une aventure, mais vous allez voir que ça a toujours eu du sens, et plus la recherche avance et plus on commence à connaître le fonctionnement du cerveau dans la période périnatale, plus toutes ces collaborations cliniques ont vraiment du sens. Donc la consultation préconceptionnelle en cas de dépression périnatale. Pourquoi je vous dis que ça a de plus en plus de sens? Sur le plan épidémiologique, nous on sait, hein, et vous savez aussi, que la période périnatale est une période à très fort risque pour la santé mentale des femmes et pour des troubles psychiatriques très graves. Et on sait depuis 2017, depuis cette étude-là, que le cerveau subit des mutations très profondes quand il y a cette exposition massive aux hormones de la grossesse et puis la chute en postpartum. Hein, il y a des mécanismes de pruning qui font qu'on sélectionne en fait au niveau du cerveau des zones toutes spécifiques qui vont être des zones qui vont être sollicitées pendant une interaction avec un enfant. Et il y a donc des connexions neuronales qui vont disparaître, d'autres qui vont se mettre en place pour mettre des zones du cerveau qui sont les zones de la régulation émotionnelle dans un état d'hypersensibilité qui va permettre que les femmes se réveillent la nuit, qu'elles soient intéressées par le fait d'aller 10 fois, 20 fois répondre à un bébé, remettre la tétine, qu'elles tiennent le coup. Il y a aussi le sommeil, qui est l'architecture du sommeil qui change. C'est plus la nuit, le jour, c'est par petites périodes de 2 heures, endormissement, réveil, tout ça pour pouvoir se mettre en position de s'occuper d'un bébé. Donc on fait un diagnostic de grossesse aujourd'hui sur une IRM fonctionnelle cérébrale et pas que sur une échographie s'il faut. Donc ça donne une perspective évidente à notre discussion d'aujourd'hui. Et puis ce n'est pas que pendant la période périnatale. Il faut que ça se passe bien. Si tous ces mécanismes se passent de manière compliquée, notamment quand il y a des troubles qui surviennent, bien tout ça, ça entraîne des processus immunitaires, inflammatoires. On est tout juste au début de la compréhension de tous ces mécanismes, mais on imagine bien que s'il y a une structure cérébrale qui change, il y a des processus immunitaires et inflammatoires sous-jacents, et que ça peut mal se passer, et que ça peut donner des maladies du cerveau qui peuvent potentiellement avoir un impact au très long cours, notamment sur le devenir métabolique, des problématiques d'obésité, mais aussi les problématiques de démence qui peuvent avoir des liens. Et il y a quelques études qui commencent à sortir qui montrent vraiment que cette période périnatale a un impact à l'instant T, mais a aussi un impact sur le bon vieillissement. Et il semblerait que plus on a d'enfants, plus on vieillirait de manière satisfaisante sur le plan cognitif, développemental au long cours chez les femmes. Donc on est bien tous concernés par la santé des femmes et la santé mentale, certes, mais pas que, des femmes au long cours. Et puis, je vous ai dit, il y a ces hypothèses immunitaires. On a des recherches à mener ensemble parce qu'il y a des choses qui se croisent. Nous, les patientes qui ont des problématiques graves, des psychoses puerpérales ou des épisodes de troubles bipolaires graves en période périnatale, eh bien, elles ont très souvent des éclampsies, des pré-éclampsies. Ça se voit cliniquement. Et puis, il commence à y avoir des recherches sur le thème et peut-être, potentiellement, des processus immunitaires sous-jacents qui seraient un peu communs dans ces deux maladies. Donc là aussi, des recherches à mener
et une vigilance accrue à avoir de votre côté chez ces patientes quand elles ont ce type de trouble. Alors pour en venir plus spécifiquement à notre propos du jour, en psychiatrie périnatale, c'est pas la schizophrénie, c'est pas les troubles anxieux, c'est pas les troubles de la personnalité qui sont principalement interrogés en termes de rechute. Hein. S'il y a une schizophrénie, bien sûr, ça sera compliqué avec un bébé. S'il y a un trouble de la personnalité, bien sûr, ça sera compliqué. Mais la période de la grossesse n'entraîne pas de rechute spécifique, n'entraîne pas de vulnérabilité particulière pour la maman. Hein. C'est l'humeur, ce sont les troubles émotionnels, la régulation émotionnelle, la régulation de l'humeur qui est interrogée. Et 80% des épisodes, qu'ils soient graves ou pas graves en période périnatale, de rechute ou de troubles psychiatriques sont des épisodes de troubles thymiques. Donc ça, c'est un premier niveau de connaissance, et ça concerne 20 à 30% des femmes. Si on met tout du pas grave, vraiment léger, qui ne va nécessiter que du soutien, aux épisodes de psychose puerpérale qui sont donc des épisodes très graves. Ces épisodes légers, c'est 15 à 20%, 70% sont des rechutes. Donc ce sont des gens qui avaient déjà des troubles. Ce sont ces femmes que vous allez voir qui ont un traitement antidépresseur depuis des années, qui prennent un peu d'anxiolytique, qui prennent du Seresta, du Lexomil de temps en temps. Chose à ne pas banaliser du tout, parce que ça peut être simplement un marqueur d'une vulnérabilité qui risque de se révéler au moment de la grossesse ou du postpartum. Donc c'est des femmes pour qui il faut avoir une vigilance vraiment importante, parce que parfois des dames qui avaient un tout petit truc avant vont faire un énorme épisode du postpartum, des choses qu'on va avoir du mal à restabiliser, alors que si on fait une prévention, notamment une consultation préconceptionnelle où on va évaluer les risques, l'environnement, le soutien et tout ce que nous on peut faire pour prévenir ce type de décompensation, on peut faire de très jolies choses. Les épisodes graves, c'est 5 à 10%, et 50% sont des premiers épisodes. Donc là, il faut faire du dépistage en maternité, il faut être systématique, mais 50% là aussi sont des rechutes. Donc si vous avez une patiente qui a un trouble bipolaire, qui a fait une fois dans sa vie un épisode maniaque ou une fois dans sa vie un épisode de dépression grave hospitalisé, là, même si elles ne sont plus traitées, parce que ça peut arriver, puisque dans les recommandations, premier épisode, c'est 2 ans de traitement, puis on essaye d'arrêter. Si elles ont un antécédent de ce type, il faut absolument avoir une vigilance maximale, parce que le risque de rechute, il est extrêmement important, surtout quand il n'y a pas de traitement. Donc on connaît bien les facteurs de vulnérabilité, on connaît aussi bien les facteurs de protection, hein, qui sont l'accompagnement, le soutien, la prévention par le sommeil, des séjours en maternité, des choses comme ça. Donc la prévention primaire, elle est tout à fait possible, hein, et elle vous appartient. Alors si on doit parler plus particulièrement de la dépression, alors il faut mettre entre guillemets ce terme de dépression. La dépression périnatale, c'est une façon de parler, mais en termes de diagnostic, souvent c'est plus compliqué que des dépressions simplex. Souvent on est dans le registre des troubles bipolaires de type 2, donc souvent les traitements devraient être autres que des antidépresseurs, mais j'ai envie de dire malheureusement, ça reste souvent quand même des antidépresseurs en première ligne. Bon, c'est pas votre souci, mais des histoires à avoir quand même à l'esprit. Et ça fait que quasiment 3% des femmes en France, ça c'est l'exploitation de la base de la sécurité sociale, donc du SNIRAM qu'on a fait en équipe de recherche, 3% des femmes sont exposées à des antidépresseurs pendant la grossesse. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup quand même, parce que ce ne sont quand même pas des molécules pour lesquelles on est complètement serein en termes de développement de l'enfant par la suite. C'est pas qu'il y ait des drames, mais quand même, il y a une partie de la littérature qui suggère un impact. Et aux États-Unis, vous voyez, l'exposition est encore plus importante, c'est de 5 à 13%. Donc c'est quelque chose qui existe, dont il faut vraiment se préoccuper. Et puis on a aussi un problème d'accès aux soins qui persiste malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place. Ça, c'est les résultats de l'étude ELF, donc l'étude longitudinale française depuis l'enfance, qui montre qu'à peu près 13% des femmes vont déclarer des difficultés psychologiques pendant la grossesse, ce qui correspond aux troubles qu'on connaît. Seulement 25% vont avoir une consultation dédiée pour ces difficultés psychologiques énoncées. Donc il n'y a qu'un quart des femmes qui vont avoir dit qu'elles ont des troubles, qui vont avoir une consultation spécifique. Seulement, dans ces 25%, 11% ont un traitement. Et parmi les 11%, il y en a 4% qui ont un traitement sans suivi. Donc on n'est vraiment pas bon en fait.
On a vraiment des choses à améliorer. Et parmi les 4% qui ont un traitement sans suivi, ça va donner des dames qui vont arriver à la maternité avec un traitement pas suivi, une inquiétude de l'équipe, et puis une potentielle évaluation en urgence par l'équipe de psychiatrie périnatale si elle existe, ou un affolement des équipes d'obstétrique. Donc ces antidépresseurs, c'est une vraie question, et là vous avez une place, parce que vous pouvez poser les questions. Bien sûr, c'est pas à vous d'évaluer s'il faut l'arrêter ou pas, mais en tout cas l'adresser ou la réadresser à son psychiatre, ou l'adresser à quelqu'un, parce que parfois elles sont suivies par leur médecin généraliste qui renouvelle un truc que la dame ne veut pas arrêter, sans plus vraiment se poser de questions de pourquoi on le fait. C'est une vraie dimension importante, parce que vous avez cette étude-là, très récente, qui est donc une revue systématique, une méta-analyse de ce qu'on sait en termes de rechute quand il y a un arrêt des traitements antidépresseurs au moment d'une grossesse. Il n'y a pas quand on prend toutes les femmes qui prennent des antidépresseurs, il n'y a pas d'augmentation du risque de rechute quand on arrête un traitement antidépresseur pendant la grossesse. Donc c'est une vraie question d'exposer un bébé à ces traitements quand il n'y a pas de risque de rechute pour la maman. Alors pourquoi il n'y a pas de risque de rechute? Probablement parce que la majorité des femmes n'en ont plus besoin. Normalement, un traitement antidépresseur, c'est 6 mois après l'épisode dépressif, et puis on doit pouvoir arrêter. Et puis potentiellement, il y a aussi de mauvaises indications. En fait, c'est quand les gens ont des antécédents de dépression grave, quand on stratifie dans cette étude entre les femmes qui ont des troubles légers et des antécédents de dépression récurrente ou de dépression hospitalisée, celles-là, il ne faut pas toucher au traitement, ou il faut un avis spécialisé. Les patientes qui ont des troubles légers, qui sont stabilisés depuis longtemps, ça ne change pas l'évolution du trouble pendant la grossesse, de l'arrêter ou pas. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment en première ligne pour poser ces questions et pour éviter une exposition qui n'est pas nécessaire. Et puis, il y a d'autres questions sur ces histoires de dépression périnatale. Il n'y a pas une dépression périnatale. Il y en a plein. Vous voyez là sur le schéma. Je ne sais pas si Oui, ça se passe. C'est une étude qu'on a pu faire à Bordeaux. On a suivi 600 femmes de la grossesse jusqu'aux 2 ans de postpartum, population générale. Et ça, c'est l'évolution des symptômes dépressifs pendant la grossesse. La naissance est à peu près ici. Vous voyez qu'il y a des dames qui ont des symptômes avant, pendant, après. Là, le groupe 4, ça ne change rien. La grossesse ne change rien à l'évolution. Et c'est probablement celle pour qui il faut laisser un traitement, celle dont on parlait tout à l'heure. Des femmes qui ont des symptômes pendant la grossesse qui vont relativement s'amender en postpartum, mais qui restent quand même significatifs. Et puis celles qui vont faire la vraie dépression postnatale, celle qu'on attend, celle dont on parle, etc. Ce n'est que 4% en population générale. Mais si on regarde tout le monde à un moment donné, qui est le moment classique, qui est 6 semaines après la naissance, qui est là, et qu'on met tout le monde dans le même groupe, bien sûr qu'on va avoir des taux à 10-15%, mais ce ne sont pas les mêmes patientes, et elles n'ont pas les mêmes facteurs de risque. Donc vous voyez, la dépression postnatale, ça, finalement aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Alors pourquoi? Il s'agit de comprendre un peu ce qu'on a fait. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez à l'esprit le PDS, l'Edinburgh Postnatal Depression Scale, l'échelle de dépression postnatale. C'est un truc qui est de plus en plus proposé dans des maternités en postpartum pour faire du dépistage de la dépression postnatale. C'est une échelle qui s'appelle l'échelle de dépression postnatale, donc on fait des diagnostics de dépression et puis on se sert de cette échelle depuis une trentaine d'années pour faire toutes les études. Donc on parle de dépression, on recherche des symptômes dépressifs et bien sûr on va partir sur une mauvaise idée qu'il s'agit d'une dépression alors qu'en fait ce n'en est pas une. Donc c'est juste pour vous éclairer sur ce que c'est que cette clinique et cette dépression qui n'en est pas vraiment une, et pour essayer de vous convaincre. Ça, c'est une étude qui a été faite dans le service. On a pris 100 patientes qui nous étaient adressées pour des dépressions postnatales. On leur a fait passer un questionnaire qui évalue l'humeur en haut et l'humeur en bas, donc la manie, l'hypomanie et les symptômes dépressifs. La manie, vous voyez, elle est en haut et la dépression, elle est en bas. Le premier résultat, c'est que 40% des femmes, là, la ligne bleue, en fait, elles n'ont rien. Elles n'ont pas de troubles psychiatriques. Elles ont des événements de vie. Elles ont des difficultés de couple, elles ont des problèmes sociaux, elles ont des problèmes de sous, elles ont changé de travail, enfin voilà. Mais elles n'ont pas de troubles psychiatriques. Mais elles ont des symptômes. Alors, elles sont tristes, mais être triste ne fait pas une dépression et ne nécessite pas un traitement. Ça nécessite un accompagnement social. Vous avez là, si j'arrive à récupérer mon truc, là, vous avez en vert 10% de ces femmes qui n'ont absolument pas de symptômes de dépression, qui sont uniquement sur un versant d'hypomanie, voire de manie, parce qu'il y en a quand même certaines qui cotent assez fort. Donc,
La manie, l'hypomanie, ça peut générer une douleur morale qui peut faire dire aux gens « je me sens mal ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déprimés. La manie, ça peut faire pleurer. Hein, c'est pas parce qu'on pleure qu'on a une dépression. Donc voilà, tout ça pour essayer de vous convaincre. Alors je ne sais pas, on en discutera peut-être, mais ne mettez surtout pas de traitement antidépresseur en place tout seul sur des patientes qui pleurent en postpartum. Je me permets de le préciser parce que les recommandations américaines sont que les gynécologues obstétriciens doivent pouvoir initier très vite après la naissance chez des dames qui ont des symptômes explorés par le PDS un traitement antidépresseur. Alors c'est pas encore arrivé en France, mais voilà. Ce sont des choses, il ne faut pas s'amuser parce qu'une dame qui fait une hypomanie, à qui on donne un traitement antidépresseur, elle risque une décompensation grave, elle risque une psychose puerpérale avec le risque suicidaire, etc., etc. Et puis dans notre étude, vous voyez le PDS, cette fameuse échelle, dans le groupe hypomanie, les dames, elles cotaient à 14, la norme c'est 10. Au-dessus de 10, on est censé avoir une dépression. Or, quand vous avez une hypomanie, le PDS cote à 14, parce que c'est la douleur morale qui va être cotée, c'est le fait que ce soit très désagréable à vivre. Ce n'est pas un diagnostic de dépression. Bon, on reviendra dans la discussion sur tout ça, mais avant d'avancer sur les histoires de consultation anticonceptionnelle, vous avez là sur ce graphique, pour vous convaincre encore s'il le faut, la ligne rouge, c'est le risque de développer un trouble bipolaire au fil du temps, quand vous avez fait un premier épisode, même s'il s'agit d'un épisode dépressif, au moment d'une naissance, comparé à la ligne bleue, qui est le risque de développer un trouble bipolaire quand on fait un premier épisode en dehors de la période de la naissance. Donc on voit bien que la période périnatale, c'est une période très à risque de révéler un trouble bipolaire en fait. Donc les traitements antidépresseurs sont en fait contre-indiqués en première ligne dans ces troubles-là parce qu'ils risquent de les aggraver. Hein. Donc pas de prescription intempestive. La deuxième problématique de la psychiatrie périnatale, c'est la santé mentale et développementale des enfants. C'est ce qu'on appelle la spirale interactive. Pour que l'enfant se développe bien, il faut que la maman soit en bonne santé, mais vous allez voir qu'il faut aussi, pour que la maman soit en bonne santé, que l'enfant se développe bien. Alors c'est une spirale vertueuse quand tout se passe bien, rapidement ça peut devenir compliqué. On connaît les effets développementaux de ces dépressions périnatales, hein. Il y a probablement des effets développementaux. Alors quand les mamans sont peu engagées dans l'interaction avec le bébé, quand elles sont en retrait, quand elles ne sont pas assez stimulantes, ça serait médiateur des troubles du développement cognitif, donc des enfants qui ont des QI plus faibles, parce qu'ils ne sont pas stimulés, c'est assez logique. Et quand les mères ont des attitudes intrusives, alors si on veut faire du caricatural, quand elles sont plutôt un peu hypomanes, un peu excitées, un peu agitantes, ça risque de donner des enfants surstimulés qui vont développer des troubles du développement émotionnel et des troubles du comportement d'apparition plus tardive que les troubles du développement cognitif. Mais effectivement, quand il y a des troubles psychiatriques périnataux, les enfants ont un risque accru de présenter des troubles du développement. C'est pas seulement interactif. Ça ne passe pas que par les interactions, ça ne passe pas que par ce qui se passe en postnatal. Il y a probablement aussi des choses génétiques, et c'est là que je vous dis, nous actuellement, on est vraiment en train d'évoluer, et là, les interactions entre nos deux spécialités ont vraiment toute leur place. Quand il y a une dépression postnatale, il y a un effet sur le gène qui code pour le transporteur de la sérotonine étant le neurotransmetteur le plus impliqué dans tout ce qui est régulation de l'humeur. Et donc les enfants qui sont exposés à une dépression prénatale chez leur maman, donc pendant la grossesse, vont avoir un impact potentiel sur la mise en place de leur transporteur à la sérotonine qui peut les rendre plus vulnérables à des interactions plus compliquées. Donc vous voyez, la spirale interactive, elle n'est pas qu'en postpartum, elle commence probablement déjà bien avant, donc attention à la dépression postnatale, mais aussi attention aux troubles de l'humeur et à la stabilité émotionnelle et à la santé mentale des femmes. Et donc, on arrive petit à petit à l'intérêt d'une consultation anticonceptionnelle bien en amont, quand il y a des antécédents. Encore un petit mot sur les dépressions anténatales. Vous voyez là la ligne rouge. C'est le risque de présenter une dépression quand sa propre mère a fait une dépression anténatale et que par la suite, un des deux parents va souffrir d'une pathologie mentale, que ce soit la mère ou le père. Donc, les problématiques d'interaction. Et donc, vous voyez qu'en termes de dépression, le risque quand il y a une dépression maternelle anténatale et un trouble psychiatrique par la suite, c'est vraiment très important, c'est très significatif. C'est pareil pour la schizophrénie et c'est pareil pour les troubles bipolaires. Donc ces troubles anténataux ont vraiment un impact, probablement par des histoires génétiques, épigénétiques,
On ne sait pas vous répondre encore pour le moment, mais en tout cas sur le plan épidémiologique, on commence à avoir des arguments très très forts. Et puis un autre petit focus sur ces antidépresseurs. Je vous disais attention à ne pas les donner sur des indications qui n'en sont pas, on peut les arrêter et puis peut-être qu'un jour, puisqu'on peut faire plein de diagnostics anténataux sur les enfants, sur les malformations, sur la génétique, un jour on pourra tester la vulnérabilité ou pas des enfants à l'exposition anténatale aux antidépresseurs, parce que ce que vous voyez là en résumé, c'est que suivant la génétique du transporteur à la sérotonine, encore lui, des enfants exposés en anténatal à des antidépresseurs auraient un meilleur développement suivant cette génétique s'ils ont une maman qui a des interactions dépressives ou pas. C'est-à-dire que les antidépresseurs en anténatal, ça peut générer des troubles pour certains enfants, mais il y a d'autres enfants pour qui éventuellement ça pourrait être un traitement. Et ça, c'est une façon de réfléchir qu'on n'a pas forcément. Et les antidépresseurs, c'est une chose, mais il y a d'autres molécules pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué, comme le lithium, un générateur de troubles du développement cardiaque, pour lequel tout le monde est très inquiet. Le risque est moins important que ce qu'on pensait. Et puis peut-être ces enfants qui, eux, ont un risque génétique important, parce que dans les troubles bipolaires, le risque génétique, il est fort. Eh bien peut-être que de prescrire du lithium pendant la grossesse à la maman, on fait de la prévention pour le bébé. Après tout, on n'en sait rien. Donc on est au début des choses, mais il faut vraiment avoir des discussions serrées et éclairées avec ces mamans. Donc la consultation antéconceptionnelle est tout à fait nécessaire. Je vous vois arriver. Merci beaucoup. J'ai pas fini. D'accord. Alors, juste, vous avez 5 petites minutes. 5 minutes. Juste une petite précision. On a un problème avec le troisième orateur qui est apparemment pas au courant qu'il avait... Donc, ce topo n'aura pas lieu, ce qui nous donne le loisir de laisser terminer le docteur Sutter et de lui poser quelques questions en finissant à 11h, comme cela nous est demandé. Merci beaucoup. Donc, la consultation antéconceptionnelle. Sur un plan purement clinique, c'est des choses qui ne sont pas encore évaluées. Si on fait une consultation antéconceptionnelle, en général, sincèrement, sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de rechute. Si cette consultation, qui n'est plus antéconceptionnelle, mais sur l'évaluation des traitements, se fait en début de grossesse, on va avoir une rechute à minima. Et plus on la fait tard pendant la grossesse, plus les patientes vont rechuter. Et imaginez ce que ça donne quand on fait une consultation sur les traitements en postpartum. Ça donne des rechutes quasiment systématiques et surtout une absence d'alliance pour les patientes, parce qu'on débarque dans leur chambre à la maternité en les alertant, en les inquiétant, en leur posant plein de questions. Donc cette consultation antéconceptionnelle, nous on en fait depuis longtemps. Ça a une prévention vraiment efficace chez les patientes qui ont des troubles importants. C'est une consultation qui se doit d'être pluridisciplinaire. Il y a différents modèles qui existent. Nous, on a ce qu'on appelle le parcours de soins psychotropes et grossesse au CHU de Bordeaux, où la patiente voit un gynécologue obstétricien de la maternité qui sera celui qui suivra la grossesse, la pédiatre en anténatale pour expliquer le suivi du bébé, le psychiatre bien sûr. Tout ça au cours d'une évaluation des pratiques qui a été fondatrice dans notre pratique. Il y a d'autres systèmes, par exemple la consultation psycho à Paris, que peut-être certains connaissent, qui sont une association de consultation pédopsychiatre pour parler du développement de l'enfant, psychiatre de l'adulte. En tout cas, tout psychiatre de psychiatrie périnatale va pouvoir fournir ces consultations et on est en train de couvrir le territoire français parce que la psychiatrie périnatale est en train de devenir fondée. Il y aura une option tardive pour les internes, il va y avoir une autorisation pour les hôpitaux psychiatriques pour cette pratique. Donc une nécessité de collaboration étroite avec les équipes de psychiatrie de l'adulte et les équipes de gynéco et les gynécologues de ville et les médecins traitants et les sages-femmes, enfin toute personne qui suit les patientes pendant la grossesse bien sûr, mais surtout qui les connaît avant. Et c'est là que la collaboration entre vous et les équipes de psychiatrie périnatale est majeure. On va peut-être avoir une discussion après, savoir comment vous considérez les choses et comment vous faites vous cette consultation antéconceptionnelle. Nous, on est en train de se demander si au cours du suivi de toute femme ayant une maladie psychiatrique, il ne faudrait pas recommander une consultation spécifique par an pour pouvoir évoquer leur projet de parentalité, l'adaptation des traitements, etc. Donc, je ne sais pas si vous, dans vos pratiques, vous avez des choses spécifiques là-dessus et si vous l'évoquez systématiquement. En tout cas, c'est une consultation qui devrait se faire en couple parce que si la patiente porte le trouble
Mais la grossesse reste un projet de couple et le monsieur, il faudrait qu'il soit au courant. Et ça, souvent, la dame se sent culpabilisée, n'ose pas le dire, n'ose pas le faire, n'ose pas en parler à son conjoint, elle vient souvent toute seule. Et c'est beaucoup plus efficace quand on voit le papa aussi, parce qu'en termes de prévention, il va être très interrogé. Il faut accueillir les questions, répondre aux inquiétudes sur la tératogénèse, bien sûr, c'est toujours les premières questions, mais finalement, c'est beaucoup plus l'accompagnement périnatal, le soutien, le sommeil en postpartum. Les traitements, il y a toujours une solution. Les traitements, on trouvera toujours une solution, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de mettre en place tout ce qui permet à la dame de ne pas rechuter et d'avoir un accompagnement postnatal le plus adapté, et notamment la stratégie de prévention à la maternité, les liens avec la maternité, l'orientation vers la maternité la plus adaptée. S'il y a un traitement, c'est des maternités type 2B ou 3, dans lesquelles il y a une équipe de pédiatrie néonatale qui va pouvoir accueillir ce bébé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans une stratégie prévue au cours d'un staff médico-psychosocial, au cours d'un staff de pédiatrie, chacun ses organisations, mais il faut que les pédiatres soient aussi prévenus en amont des stratégies à mettre en place. Donc, la stratégie doit être coordonnée de l'anté au postnatal. Vous avez là un petit schéma, je vois qu'il y en a qui prennent des photos. Sur notre organisation à la maternité de Bordeaux, il y a le staff médico-psychosocial. Une fois que la dame a vu tout le monde, on écrit dans le dossier de la dame ce qu'il faut faire. Comme ça, si elle arrive le 1er mai à 2 h du matin, on saura ce qu'il faut faire et elle sera revue par les mêmes personnes en postpartum. Donc pour finir, les soins conjoints de la psychiatrie périnatale, c'est souvent une incompatibilité des temporalités entre les rechutes maternelles, le développement de l'enfant qui va très très vite, les mamans qui rechutent potentiellement très vite aussi, et avec des troubles qui peuvent durer longtemps en postpartum et donc générer beaucoup de difficultés dans le développement des enfants et dans la santé mentale maternelle postnatale. Si on ne fait pas cette consultation antéconceptionnelle, ce parcours de soins, on va avoir des choses comme ça à gérer, nous, à la maternité, le jour où la dame arrive. C'est-à-dire tous ces facteurs chez une dame qui ne va pas bien et qui n'a absolument pas envie de voir des psychiatres parce qu'elle estime qu'à ce moment-là, c'est très culpabilisant, c'est très compliqué. Donc si on fait bien la prévention, bien les consultations antéconceptionnelles, on pourra avoir ça. Si on ne fait pas ces consultations, malheureusement, ça donne souvent ça, parce que le psychiatre, il veut garder la dame, le pédiatre estime que le bébé va pas mal, le gynécologue, il dit « Oh, bah, finalement, elle a accouché, ben, je ne sais pas quoi vous dire, faites ce que vous voulez ». Et puis, les dames sont finalement dans des situations très, très compliquées. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour ce regard tout à fait nouveau sur la consultation préconceptionnelle que vous nous donnez, avec des perspectives qui ont beaucoup d'implications. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et donc pour les médicaments, pour les patientes qui sont sous médicaments, vous conseillez une consultation spécifique, mais dans les endroits où on n'a pas la chance, comme à Bordeaux, d'avoir cette consultation, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des centres de référence qui couvrent toute la France. Les unités mère-enfant, elles ont toutes des gens capables de faire ça. C'est des consultations qu'on peut faire en visio. Vous voyez avec votre réseau périnatal régional vers qui vous pouvez aller, mais tout le monde a la possibilité d'avoir ces consultations. Donc il faut se mettre en rapport avec le réseau périnatal de sa région et demander une consultation et demander en visio. Qui fait ces consultations antéconceptionnelles, psychotropées, grossesse. Et vous aurez petit à petit, vous saurez vers qui adresser. Donc si la patiente elle est suivie depuis plusieurs années par un psychiatre qu'elle connaît bien, on pourrait lui proposer en plus de voir la pédopsychiatrie dans le cas de sa grossesse dans la périnatalité. La pédopsychiatrie ne porte pas la psychiatrie périnatale forcément. Alors il a fallu rattacher la psychiatrie périnatale à quelque part. Pour l'instant, elle est rattachée à la pédopsie pour ce qui est de la Commission nationale de la psychiatrie. Mais c'est en train de devenir une discipline qui sera à part, puisqu'il y aura 4 autorisations en psychiatrie, l'adulte, l'enfant, la périnate et les soins sans consentement, bref. Voilà. Mais donc, moi, je viens de la il faut Suisse, pas... donc c'est encore tout un autre programme. Mais effectivement, dans l'idée... Non, mais pour répondre à votre question, oui. et dans la continuité de ce qui est dit avant, c'est-à-dire vous avez des équipes de référence qui couvrent vraiment quasiment tout le territoire français. Et donc, le tout, c'est d'avoir repéré votre équipe. Les psychiatres adultes de ville souhaitent en général pas faire ce type de suivi tout seul. Justement. Voilà, parce qu'ils se sentent très mal à l'aise, ce n'est pas des compétences qu'ils ont, puis c'est quand même des choses médico-légales. Donc il vaut mieux avoir des équipes ressources qui donnent un avis, puis après qui renvoient, qui échangent avec le psychiatre.
Donc on peut faire un binôme en fait, dire aussi à la patiente c'est complètement. ce serait une prise de contact. Éventuellement, et puis un ajustement. appeler le psychiatre pour savoir ce qu'il en pense, lui suggérer, parce qu'ils ne savent pas forcément, tout le monde ne sait pas forcément non plus. Souvent, vous savez mieux que les psychiatres de ville, qui est l'équipe de référence avec qui vous travaillez, parce que c'est les équipes qui travaillent en maternité, souvent, enfin, vous avez plus de liens avec les équipes de psychiatrie périnatale que les psychiatres de ville. Mais la patiente, elle a aussi, je sens parfois pas envie de réouvrir tout ce qu'elle a vécu avec une nouvelle personne, l'inconnu et tout. Mais il faut vivement recommander du coup au moins d'aller faire une prise de contact déjà avec une équipe spécialisée. De toute façon, on ne refait pas tout l'historique. Hein. On répond à leurs questions, qui sont souvent des questions de tératogénèse des médicaments. Et puis en fait, l'idée de cette consultation, c'est plus d'ouvrir sur la prévention des rechutes. Les médicaments, on s'en occupe. On peut toujours faire des ajustements. Il y a peu de psychotropes qui sont contre-indiqués. Hein. Ce qu'il faut après, c'est être avec un bon pédiatre et suivre le développement de ses enfants dans un réseau de suivi d'enfants vulnérables, des choses. Enfin, c'est un parcours de soins installé, mais c'est tout. Donc on ne va pas les faire déballer leurs histoires, leurs traumas. C'est pas du tout le travail. Comme ça. Ça, c'est le travail du psychiatre traitant et ça reste son travail. Ok, merci. Juste une petite question ou petite remarque sur, qui peut concerner les gynécos. Sur le syndrome prémenstruel dysphorique, je pense qu'il faut peut-être faire très attention à ces femmes qui souffrent de ce syndrome, parce qu'elles sont en fait hyper fragiles et je pense que ça nécessite quand même un suivi en binôme, gynéco et psychiatre, et que je voulais avoir aussi un peu votre avis là-dessus. Oui, ça fait Vous pouvez expliquer ce dont il s'agit, le syndrome Syndrome prémenstruel. Syndrome prémenstruel, c'est un facteur de risque parmi tant d'autres. Alors, c'est pas quand même évident les liens avec les décompensations postnatales. C'est pas sûr. Mais certaines études soulignent que ce sont les femmes plus vulnérables. Il n'y a pas de lien direct. C'est pas parce qu'on a un syndrome prémenstruel que ça va donner une décompensation. Mais après, oui, ce sont des gens. Enfin, un des traitements sont les antidépresseurs quand même. Voilà, sauf qu'il y a un risque de trouble bipolaire. Enfin, donc, oui, ça nécessite, avant la grossesse, c'est des dames qui nécessiteraient un parcours de soins un peu particulier avec un psychiatre déjà dans le parcours de soins. Tout à fait d'accord. Mais pour les médicaments, pardon Gérard, il y a quand même un risque d'abandon de traitement avec tout ce qu'il y a eu autour de la débactine, par exemple. Alors, les valproates, il faut les arrêter. Ça, c'est certain, mais c'est le seul. Tous les autres, on peut les continuer. Alors, c'est une question de dose et d'association thérapeutique, parce que nous, on a souvent des polymédications. On a souvent des patientes, quand vous avez un thymorégulateur, vous avez souvent un antipsychotique, souvent un anxiolytique. On se retrouve avec des gens qui ont des strates et il faut pouvoir en diminuer certains, et c'est souvent très possible, mais ça, il faut l'anticiper, parce qu'il ne faut pas le faire au moment du début de la grossesse, parce que là, les dames sont à risque de rechute avec toutes les mutations cérébrales. Ce n'est pas le moment de changer un traitement. Donc, il faut vraiment le faire avant. Merci de votre exposé d'abord, c'était très instructif pour nous. J'aimerais savoir si ces remaniements d'IRM fonctionnels que vous avez décrits au cours de la grossesse perdurent après l'accouchement et dans le cas du syndrome dysphorique menstruel dont on vient de parler, est-ce qu'il y a des remaniements d'IRM fonctionnels de ce type? Alors, ça dure 2 ans après la naissance et ça correspond complètement aux données épidémiologiques qu'on a parce qu'il y a un pic d'hospitalisation en postpartum précoce en psychiatrie et ça perdure 2 ans après la naissance et ces données sont venues complètement valider ce qu'on savait de l'épidémiologie. C'est une vulnérabilité qui va en décroissant hein, mais qui perdure 2 ans après la naissance, d'où la définition de la psychiatrie périnatale qui court 18 mois à 2 ans après la naissance. Et pour ce qui est du syndrome prémenstruel, non, on n'a pas de... pour l'instant, on n'a rien. Peut-être que oui, mais pour l'instant, on n'a rien. Et si une femme a 2 enfants dans un délai de 2 ans, est-ce qu'il y a des modifications qui perdurent? Ah oui, ça, de toute façon, elles sont beaucoup plus les grossesses sont rapprochées en termes de santé mentale, plus c'est à risque parce que d'abord, une grossesse vient se réinstaller sur un cerveau potentiellement déjà fragile, donc peut-être qu'il a résisté à la première fois, il ne résistera peut-être pas à la deuxième. Deuxièmement, il y a la charge liée au fait que les enfants soient petits, et ça, en termes de facteurs de risque de décompensation, on sait que c'est un des facteurs importants. Merci. Donc, merci beaucoup. Peut-être que vous avez un dernier... Et nous sommes absolument désolés pour le risque thromboembolique, mais il semble que l'orateur est
zappé, comme a dit Monel Leclerc. Et voilà, donc nous avons de ce fait eu un peu plus de temps pour 2 topos passionnants qui, j'espère, auront correspondu à vos attentes.